universitaire, donc je suis prof à la fac en sociologie et aussi chercheuse. Je viens de sortir un livre qui s'appelle « Faire participer les habitants, point d'interrogation ». Et je tiens un point d'interrogation. Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires. Et en tout cas, ce travail que j'ai fait, c'est un travail issu de beaucoup de travail collectif, puisque j'ai pu suivre 6 groupes que j'appelle des artisans de la participation, donc qui sont des personnes qui mettent en œuvre des démarches participatives qui m'ont paru intéressantes dans les quartiers populaires, dans les quartiers en politique de la ville, au départ c'était ça. Et mon idée, mon hypothèse, c'est que ces méthodes-là, je vais vous les expliquer, elles sont aussi bricolées, elles sont aussi inventées, elles sont en train d'être inventées un peu partout en France. Bon, moi je suis à Lille, hein, j'ai traversé la France pour venir vous voir aujourd'hui. Et donc il y a plein d'associatifs et de professionnels qui sont en train d'inventer des démarches participatives et des méthodes. Donc les 6 dont je vais parler ne sont pas ni des modèles, ni des choses uniques, mais c'est des choses qui peuvent nous inspirer. Donc pour repartir de ce que vous avez fait, moi ce que j'ai trouvé très intéressant, on voit que vous avez énormément déjà réfléchi à la participation. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des débats, donc on voit qu'il y a différentes conceptions ou représentations de ce que c'est la participation. Est-ce que ça doit être plutôt quelque chose de subversif qui va transformer les institutions? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va plutôt accompagner les personnes à mieux vivre là où elles sont? Bon, il y a tout un tas de nuances. Et puis, on a entendu des débuts de débat sur est-ce qu'il faut discuter, privilégier la réflexion, le débat, ou est-ce qu'il faut viser une action, un pouvoir? Donc, on a commencé à dialoguer sur tout ça. Et donc, c'est vrai qu'en vous écoutant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur apporter de plus? Ils ont déjà tout raconté. Donc, je vais repartir d'un point de départ qui me paraît important. Je repars de la question de la pauvreté et de la citoyenneté. Pour dire que, historiquement, en France, mais dans d'autres pays aussi, on est marqué par le fait que les pauvres ne pouvaient pas être citoyens. De même que les femmes ne pouvaient pas être citoyennes jusqu'en 1945, les pauvres, historiquement, n'avaient pas le droit de vote. Donc si vous vous rappelez, on avait un suffrage, au départ de la démocratie, c'était le suffrage censitaire. Sens, ça s'écrit C-E-N-S, donc le sens. En fait, il fallait pouvoir... Ceux qui pouvaient être citoyens, donc voter, devaient être ceux qui payaient le sens, donc qui payaient l'impôt. Et pour payer l'impôt, il fallait avoir un certain revenu. Donc tout le monde ne payait pas l'impôt et donc tout le monde ne pouvait pas voter. J'aime bien repartir de ce point de départ pour dire que voilà, historiquement, le pauvre n'a pas le droit de vote. Ensuite, on arrive à partir de 1848 au suffrage universel direct. Donc voilà, maintenant... tout le monde a le droit de vote indépendamment de ses revenus, bon, à partir de 18 ans, et puis les femmes, il a fallu attendre un peu plus. Mais qu'est-ce qu'on découvre encore actuellement, et là c'est d'autres chercheurs qui l'ont bien démontré, qu'il existe toujours ce qu'on appelle un sens caché. Je vais l'écrire comme ça. Un sens caché. Un sens caché en démocratie, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de vote et tout le monde a le droit de s'exprimer, mais parmi nos élus, parmi nos représentants, parmi peut-être aussi nos représentants associatifs, à toutes les échelles de la société, finalement, il y a davantage une surreprésentation de personnes diplômées, plutôt d'amis aisés, plutôt hommes de plus de 40 ans, blancs, enfin, on pourrait... Voilà. Donc ça, c'est un peu les lois sociologiques qui sont énervantes parce que la réalité n'est pas si dramatique. Hein. Mais c'est vrai que si on regarde les chiffres, si on fait une sociologie des élus, même à l'heure actuelle, toutes les échelles des élus, il y a un sens caché, c'est-à-dire que les personnes qui sont les moins diplômées, les plus pauvres, etc., sont moins présentes aux échelles de décision. Donc ça, c'était le point de départ. Si on ajoute à ça, sans faire trop long, qu'effectivement, on a culturellement, historiquement en France, une tradition administrative plutôt descendante, avec
avec un rapport entre les citoyens et l'État qui est assez pyramidal, qui est assez descendant. Si on ajoute que pour ce qui est des quartiers populaires, on a des difficultés sociales, économiques qui font que c'est pas facile de joindre les deux bouts. Si on parle aussi du fait que au niveau de la question politique, bon, on va pas parler de tout ça, hein, mais il y a peut-être, j'ai entendu quelqu'un dire à un moment donné, on manque de militants dans les quartiers. Donc toutes ces questions-là font que la question participative dans les quartiers populaires, et partout ailleurs, mais c'est vrai que c'est mon point d'entrée, hein, si vous en avez marre, vous me le direz, mais elle est particulièrement difficile à comprendre et à mettre en œuvre et à encourager. Alors, pourtant, il y a tout un tas de démarches qui existent et qui s'appuient sur la participation pour faire des choses. Je voulais aussi repartir d'une citation, alors ça fait toujours un peu... c'est toujours une stratégie de ceux qui ont le micro longtemps là, de dire des citations, j'espère que ça ne vous embêtera pas. Mais c'était en fait Gandhi qui disait une phrase que Mandela a beaucoup reprise aussi et qui me semble intéressante à méditer sur nos sujets là, qui était tout ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous. Alors, moi, la première fois que je l'ai entendu, j'ai trouvé ça un peu violent parce que ça veut dire finalement, bon, je suis enseignante, je suis travailleuse sociale, je suis... voilà, ça veut dire que si je fais des choses pour la personne, parce que j'ai une expertise professionnelle, j'ai une expertise, voilà, bah, je vais le faire contre la personne. C'est assez troublant. Je pense qu'il faut quand même méditer fortement cette phrase parce qu'elle résume quand même beaucoup la posture dans laquelle, inconsciemment, je dirais, on se retrouve tous quand on doit gérer cette question de la participation et de la citoyenneté, et en particulier vis-à-vis des personnes qui sont les plus éloignées de la parole publique, donc les timides, les absents, les exclus, enfin, j'aime pas ce terme exclu, excusez-moi, je préfère parler de pauvres, à la limite c'est plus simple, les moins diplômés, ceux qui sont pas à l'aise, quoi. Eh bien, il faut se poser cette question de départ. Et puis il y a une autre citation qui m'anime aussi beaucoup et qui me fait réagir, plutôt bondir, celle-là. Donc c'est un sociologue très connu qui s'appelle Pierre Bourdieu, qui est mort maintenant, donc on connaît un petit peu comme ça de nom. Et lui, il a dit en fait que les pauvres n'avaient pas d'alternative entre se taire ou être parlé. Donc leur alternative, c'est horrible, hein, mais c'est se taire, c'est-à-dire ne pas arriver, se taire dans le sens, bien sûr les gens parlent, mais ne pas arriver à être entendu, quoi. C'est-à-dire la parole est bloquée. Et être parlé, ça veut dire que quelqu'un d'autre parle à ma place. Voilà. Et donc lui, sociologue, on va dire, qui voyait vraiment la réalité noire des choses, disait il n'y a pas d'alternative. Moi, je me plais à penser que cette citation-là, elle me révolte et qu'il y a quand même une possibilité pour que toutes les personnes, où qu'elles soient dans la société, puissent avoir une troisième entrée qui est de se faire entendre, d'être écouté, de peser dans des décisions, voire de prendre, et je le dis parce que cette histoire de prendre pouvoir me semble importante, prendre pouvoir. Non pas au sens de politicien de devenir élu, forcément, même si pourquoi pas, mais prendre pouvoir au sens de prendre pouvoir sur soi et sa vie, et aussi prendre pouvoir sur les institutions, sur les logiques professionnelles, sur peut-être transformer des choses qui dysfonctionnent. Donc dans une visée de transformation sociale, puisque c'est un mot peut-être qu'on connaît, qui vient de loin. Voilà pour ces propos de départ. Maintenant j'en viens à cette histoire qu'on a. On a plein de définitions différentes de la participation. Donc, en gros, c'est compliqué la participation, c'est comme la démocratie parce que on y met tous un peu nos visions normatives ou nos images ou nos idées de qu'est-ce que c'est une bonne démocratie, qu'est-ce que c'est une bonne citoyenneté. Donc, dans le livre que j'ai fait, pour simplifier, on va dire, j'ai une typologie de quatre formes de participation qu'on peut défendre, qu'on retrouve chez des militants associatifs, chez des élus, chez des citoyens, chez tout le monde. Mais je ne vais pas vous les dérouler les quatre parce que ça va être trop long, je vais surtout vous parler de deux, pour bien vous faire réagir peut-être, si ça l'espoir, ou voir si vous n'êtes pas
d'accord, ce qui serait intéressant pour qu'on en discute. Donc les deux dont je voudrais parler, c'est, je vais les écrire au tableau, c'est d'abord l'injonction participative, et puis bon, le développement du pouvoir d'agir, je vais le dire comme ça. Donc l'injonction participative, et le développement du pouvoir d'agir. Alors, l'injonction participative, c'est un peu ce que certains d'entre vous ont dit ce matin. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé de mode, de récupération, de tout un tas de choses, donc tous ces mots-là qu'on a entendus. Je le résume, moi, autour du terme injonction participative, qui est quelque chose de compliqué et qui s'impose un petit peu à nous, et que malheureusement, en France, on a beaucoup tendance à reproduire sans s'en rendre compte. Qu'est-ce que c'est que cette représentation? C'est une manière de concevoir la participation où, d'une part, on voit les personnes, et notamment les moins diplômés et les plus pauvres, on les voit comme handicapées, en gros, je mets des guillemets, mais on les voit comme... Ce sont elles qui ont un problème, ce sont elles qui doivent faire un travail pour devenir citoyens, qui doivent se former pour devenir citoyens, finalement qui ne parlent pas correctement, qui s'énervent, qui parlent de leur colère, qui veulent toujours parler de leur hall d'immeuble ou de leurs voisins et pas du projet urbain ou des impôts, que sais-je encore. Donc vous voyez, cette catégorisation, cette façon de voir la participation, c'est de partir du fait que les individus et les citoyens, et notamment ceux-là, il faut les transformer, eux, pour qu'ils soient bons, enfin meilleurs, qu'ils soient des bons citoyens qui s'occupent de l'intérêt général. C'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que dans cette conception-là, on n'a pas d'objectif, ou on n'a pas envie, ou on n'a pas l'idée que les modes de décision et que les modes de discussion doivent changer dans notre société. Pour le dire plus simplement, on n'a pas de visée de démocratie participative ou de transformation institutionnelle. On n'a pas l'impression qu'il va falloir peut-être transformer un peu les professionnels ou les institutions. On n'a pas l'impression qu'il y a un problème de gouvernance ou de démocratique dans notre société, au niveau des élus, mais au niveau des institutions aussi. Donc dans cette conception d'injonction participative, toute la responsabilité de la participation elle retombe sur les individus, sur les citoyens. D'ailleurs, on ne les appelle pas les citoyens, d'ailleurs on les appelle les habitants, parce qu'ils ne sont pas capables d'accorder de citoyens, il faut les élever au degré de citoyens. Et donc on n'a pas cette visée un peu d'intelligence collective dont on a parlé ce matin, en tout cas, d'essayer de... Dans la démocratie participative, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais l'idée c'est que par le retour à la parole et au point de vue des citoyens, et au débat et à la délibération entre eux, il va y avoir un enrichissement de la décision derrière. Il va y avoir peut-être des critiques qui sont portées, parce que la citoyenneté c'est la critique, qui sont portées aux institutions. Mais bon, donc là, on n'a pas cette vision-là. Et à quoi on aboutit? Vous connaissez tous ce que j'appelle moi les réunions publiques anti-publiques, je les appelle comme ça, les réunions publiques anti-publiques, des réunions publiques ratées, on pourrait dire, qu'on a tous vécu, c'est dramatique. Donc c'est des réunions dans lesquelles eh bien, tout le monde est assez mal à l'aise, il faut bien le dire. Les professionnels et les élus qui viennent là, qui ont préparé des superbes PowerPoint qui durent 3 quarts d'heure, qui ont beaucoup travaillé, qui veulent aussi, se mettre en scène sur leur travail et leurs compétences. Et puis on a des habitants à qui on a dit venez participer, votre point de vue est important. Donc cette promesse participative, les gens l'entendent et les gens viennent massivement, en tout cas la première fois. Donner leur point de vue. Et donc je la fais courte, vous connaissez l'histoire. Une parole institutionnelle longue, pas d'animation, très peu d'animation de la parole, ou une animation assurée par un élu ou un professionnel qui n'est pas neutre, finalement, dans l'histoire. Et puis, lorsque la parole va vers la salle, les questions partent dans tous les sens, ça n'est pas régulé, ça n'est pas travaillé, donc il n'y a pas de méthode. Et au-delà du fait qu'il n'y ait pas de méthode, il n'y a pas d'objectif réel que la parole des habitants, des citoyens, irriguent, nourrissent, améliorent la décision. Bien souvent, évidemment, injonction participative, donc quelque chose qui vient du haut vers le bas et qui force les personnes à comprendre les projets, c'est tout le temps, on vient à la participation, à la concertation en bout de course.
Hein. Par exemple, une fois qu'un projet est complètement pensé, travaillé pendant des mois en coulisses, on va dire, après il est présenté à la population pour concertation, soi-disant, ou pour participation, mais il ne reste plus grand-chose à négocier. D'accord. Donc ça, les habitants, les gens ne sont pas bêtes, ils s'en rendent compte immédiatement, et ça produit des effets que moi, j'estime extrêmement graves. Donc dans le livre, j'explique qu'il y a dans ces réunions publiques, anti-publiques, parce qu'elles ne permettent pas la constitution d'un public ou d'une intelligence collective ou d'un travail qui permettrait d'améliorer, de critiquer les décisions. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, excusez-moi. Oui, ce que ça produit, pour résumer, c'est un renforcement des stéréotypes. Un renforcement des stéréotypes des habitants vers les techniciens, les élus, et inversement. Alors, très rapidement, lorsqu'un professionnel se retrouve embarqué dans une logique d'injonction participative, un peu malgré lui ou un peu inconsciemment, ou parfois inconsciemment, ce qui est encore plus grave, mais bon, et qui se rend compte que quand la parole va aux habitants, eh bien, ils ne sont pas contents, ils claquent la porte, ils râlent. Certains s'en vont, certains commencent à parler alors des pigeons ou que sais-je encore, qui est toujours le sujet qui fédère toute la population et tout le monde va se dire « Ah oui, il a raison, parce qu'il y a une sorte de petite prise de pouvoir là, sur des questions qui sont minimes. Et bien le professionnel et l'élu, moi quand je retourne les voir après, parce que je fais de l'ethnographie, donc moi j'essaye de suivre tout plein de démarches comme ça, du début à la fin, puis je retourne voir les gens après, et bien ils me disent « Mais vous voyez, ça sert à rien d'aller voir les gens. » Ils ne sont même pas capables de se mettre à un niveau, ils ne comprennent pas qu'on parle de millions d'euros dépensés sur ci ou ça, ou sur le RSA ou sur le projet urbain, et tout de suite ils hurlent, ils ne sont pas contents, bon en fait ça ne sert à rien d'aller leur demander leur avis, moi je sais ce qui est bon pour eux, et en gros arrêtez de nous embêter avec la participation, parce que ça nous fait perdre du temps, ça nous déstabilise en plus, et ça ne sert à rien, donc vous voyez, ça produit un renforcement de ce stéréotype. Et inversement, pour un habitant, et j'en ai croisé de nombreux, qui écoutent cette promesse participative, qui vient aussi de la loi, hein, puisque la loi n'arrête pas de dire il faut concerter, il faut participer. Donc évidemment, on en entend beaucoup parler partout. Et lorsqu'ils viennent et qu'il y a cette promesse déçue, finalement une promesse déçue de participation, parce qu'encore une fois, ils se rendent très vite compte qu'il n'y a rien à négocier et qu'on ne veut pas trop entendre leur parole. Le renforcement du stéréotype, il est extrêmement violent aussi, c'est, vous voyez bien, tu vois bien, en gros, il me disait, j'ai essayé de parler, l'élu n'en a rien à faire, ils n'en ont rien à faire de nous, le technicien, il m'a pas compris, ou il n'a pas laissé parler, donc ça ne sert à rien d'aller discuter avec eux, et d'ailleurs, à quoi ça sert de voter, franchement, voilà. Donc, ça produit la participation mal organisée, mal pensée, ou en tout cas sur une logique d'injonction participative. Il me semble que ça produit des effets encore pires que si on n'avait rien organisé. Voilà. Donc faire de la participation sans avoir à l'idée que ça peut encore renforcer des stéréotypes et des blocages tels que ceux-là, ça me paraît important à réfléchir. Donc je viens à quelque chose d'un peu plus joyeux. Parce que là, je vais casser complètement l'ambiance. Le développement du pouvoir d'agir, bon, alors c'est un peu à la mode aussi, tout est à la mode en ce moment, participation, développement du pouvoir d'agir, qui est une traduction d'un mot anglais qui est empowerment et qui nous énerve un peu en France parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher quand même des mots anglais tout le temps, donc gardons développement du pouvoir d'agir. Dans cette case-là, si vous voulez, dans cette catégorisation-là, on estime que les gens, où qu'ils soient, et en particulier quand ils ne prennent pas la parole, quand ils sont en colère, quand ils sont sans diplôme et quand ils sont sans revenus, sans domicile, eh ben, ils sont déjà citoyens. Ils ont déjà plein de choses à dire. Et qu'ils ont déjà, qu'on n'entend pas. Ils parlent pourtant. Ils ne sont pas invisibles, mais ils ne sont pas entendus. D'accord ? Donc ils ont leur manière à eux d'exercer leur citoyenneté, de dire leur point de vue. Peut-être qu'ils ne parlent pas comme d'autres. Vous avez beaucoup parlé de langage et ça me paraît hyper important parce que le langage, c'est
c'est le véhicule finalement des questions de domination et de plein de choses dans la société. Donc c'est ce qu'on peut travailler. Si on travaille les questions de langage, on peut travailler beaucoup de choses sur la participation, c'est évident. Donc peut-être qu'ils ne s'expriment pas comme nous, mais en tout cas ils sont déjà citoyens, ils ont déjà des choses à dire. Et c'est déjà assez révolutionnaire de penser comme ça. Ensuite, dans cette case, toujours, il y a une autre chose qui rentre en compte, c'est qu'on estime, on a l'intuition que nos modes de décision, nos modes de construction d'intérêt général, nos modes de prise de décision, nos modes de débat, ils pourraient être améliorés. C'est-à-dire que là, on a une vision transformatrice de la démocratie interne dans les institutions, mais aussi de la démocratie des élus, de la politique. Donc, dont je ne vais pas beaucoup parler parce que je m'intéresse plus, vous avez compris, aux institutions. Donc on estime que non seulement les gens sont déjà citoyens, mais qu'en plus, par la participation, ça a été un peu dit tout à l'heure quand quelqu'un a parlé de subversif, il s'agit de transformer, enfin on a envie de transformer des pratiques et des choses et peut-être faire voir des dysfonctionnements et travailler sur ces dysfonctionnements. Alors, toujours pour résumer, il y a deux grandes voies, deux grands modes de développement du pouvoir d'agir si on réfléchit. Du pouvoir d'agir des gens, et surtout des moins diplômés, des plus pauvres, et des plus étrangers aussi, parce que je ne vais pas beaucoup parler de ça. Il y a deux grandes voies. La première, c'est la lutte, le mouvement social, le nombre, le fait de, par exemple, s'organiser en association ou autre, et puis mener une campagne sur une question d'injustice, un problème, quel qu'il soit, et puis de négocier finalement, de prendre une espèce de pouvoir médiatique ou autre, et puis de négocier et d'avoir des résultats. Et puis il y a une autre voie que j'ai davantage explorée. Je pense que la première est très importante, c'est la question des mouvements sociaux, c'est la question du conflit aussi en démocratie qui est essentielle. Et puis il y a l'autre voie, qui est la voie participative, délibérative. Délibération chez les sociologues, ça veut dire l'échange public d'arguments. Ça veut dire quand le World Café ce matin, c'était de la délibération, on appelle ça comme ça. Bon. Délibération, participation, à condition que ce ne soit pas de l'injonction participative. Donc à condition qu'on ne redouble pas les inégalités dans le débat, donc que les questions de langage, par exemple, soient travaillées, à condition qu'on conçoive que les personnes sont déjà tous citoyens et qu'il faut les écouter. Donc il y a tout un tas je vais y revenir, il y a tout un tas de conditions pour que la participation puisse développer le pouvoir d'agir de tout le monde. Donc je vous parle beaucoup des citoyens, mais j'ai très à cœur, moi, de parler aussi des professionnels, et je vais vous expliquer. Donc j'ai observé 6 méthodes mises en place par des gens qui sont souvent d'anciens travailleurs sociaux, qui soit sont mis en détachement, soit en démissionné, et ou bien qui sont dans des postures de consultants, militants de la participation, on va dire. Donc une première méthode, c'est la qualification mutuelle, mise en place par Susan Rosenberg. Je sais qu'elle est intervenue ici, donc quelques-uns dans la salle connaissent. Pour aller vite, c'est une méthode où l'animatrice fait travailler ensemble pendant une douzaine de journées des habitants et des agents de base, des agents de terrain, de services publics, par exemple sur le logement social, par exemple la police, par exemple le transport, plein de notions. Et ces personnes vont travailler des journées entières pour faire un diagnostic commun, pour faire émerger du conflit et pour le travailler, ce conflit. Et puis pour faire des propositions souvent qui sont pas non plus radicalement révolutionnaires, mais qui quand même pointent des dysfonctionnements dans le service public et essayent de faire des propositions pour davantage, on va dire le mot, davantage de solidarité, peut-être de justice et surtout de lutte contre certains dysfonctionnements ou discriminations. C'est dans cet ordre d'idées. Il y a aussi, je les déroule pas tous parce que ça va prendre trop de temps, mais j'ai pu étudier autre chose dont on va parler cet après-midi, c'est la co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques. La co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques qui a été inventée dans le mouvement ATD Quart Monde.
Donc il y a une militante ATD aujourd'hui qui est là, Verena, que je salue et qui va parler dans l'atelier cet après-midi sur les méthodes, qui pourra vous expliquer du point de vue, elle, les militants ATD, c'est-à-dire qui sont engagés dans ATD pour s'organiser collectivement. Donc qui pourra vous expliquer comment elle a vécu la co-formation depuis sa position. Donc c'est pareil, c'est un travail de longue haleine, de plusieurs journées, de confrontation entre professionnels et militants, donc personnes vivant la misère, pour faire émerger des problèmes et faire remonter des problèmes et des solutions à l'institution. J'ai pu étudier ce qu'on appelle du théâtre forum, qui vient du théâtre de l'opprimé. Ça vient d'Augusto Boal, donc ça vient du Brésil pendant la dictature, et donc le théâtre forum. Je n'ai pas trop le temps d'expliquer, mais c'est une méthode qui permet d'exprimer le quotidien, que les personnes expriment leur quotidien, et leur quotidien d'oppression, comme on dit, c'est-à-dire un quotidien plutôt compliqué. Donc partir des problèmes, toujours, partir des situations de soucis, d'oppression, de violence peut-être, et puis arriver à les jouer, à les rejouer, à les faire jouer par d'autres pour pouvoir les transformer. Donc dans une visée de passer il y a pas mal de gens qu'on dit devenir acteurs, donc voilà, le théâtre étant une des voies qui aide, qui facilite le passage à une position d'acteur, à une position de sujet, comme diraient les philosophes, Rancière et autres, mais je ne vais pas vous demander de référence. Bon, je termine, il y en a encore d'autres, mais je voulais aussi parler de l'automédiatisation, ça en est encore une autre, automédiatisation, qui est mise en place par Moderniser sans exclure, une association qui s'appelle Moderniser sans exclure, MSE. Que certains connaissent peut-être, et l'automédiatisation utilise la vidéo. Donc c'est pas le théâtre, c'est pas les groupes de discussion comme nous là, c'est la vidéo, donc la vidéo avec une technique où ce sont les personnes les plus bas dans l'échelle, par exemple de l'entreprise, s'ils interviennent dans l'entreprise, ou dans le quartier, qui vont commencer à discuter, à dialoguer sur un problème, qui vont faire un montage vidéo de leurs paroles, ensuite ils vont les diffuser à différentes échelles de la hiérarchie, ils vont monter petit à petit, de plus en plus haut dans la hiérarchie, et à chaque fois qu'ils présentent le film à un niveau de la hiérarchie, ils interviewent ces personnes, les chefs, les sous-chefs et puis les chefs, les plus grands jusqu'aux élus, et ils les interviewent et ils réintègrent leurs paroles dans un montage. Donc ils n'arrêtent pas de refabriquer un film, et vous avez compris, ça permet de produire une sorte de débat ou de succession d'arguments qui permettent de faire monter, encore une fois, à partir du point de vue et de la colère et des problèmes des gens, d'interpeller finalement. L'objectif est bien l'interpellation de l'institution sur certains soucis. J'ai tellement de choses à vous dire. Alors, je voudrais juste citer une professionnelle et une habitante qui sont passées par ce genre de méthode. Donc, je commence par la professionnelle, une professionnelle qui s'appelle Solène Campin et qui est une ancienne éducatrice spécialisée et qui maintenant se définit comme organisatrice. Donc, c'est un peu le nouveau métier à la mode. On pourrait dire qu'elle fait du développement social ascendant ou du développement social communautaire, qu'elle fait de la participation intelligente. En tout cas, elle est à Grenoble et dans une association qui s'appelle l'Alliance citoyenne, avec une visée comment dire, d'accompagner les personnes à mener des campagnes et à gagner des campagnes sur des questions, par exemple, lorsqu'un bailleur augmente les charges mais ne répare pas les ascenseurs, comment faire en sorte d'aider les personnes, donc les habitants, à s'organiser pour réclamer, pour arrêter de se laisser faire par un bailleur qui abuse, pour parler dans ce langage. Et donc elle est organisatrice, organizer, et donc elle accompagne ces choses-là. Et elle disait, moi avant, la colère des gens, dans mon métier, ce qu'il fallait que je fasse et ce que je faisais, c'est que je calmais la colère. Parce que je disais, écoute, si tu as des problèmes ou si le dispositif il est comme ça, ou si tu dois rentrer dans telle case, c'est parce qu'il y a une raison, ça a été discuté par les députés et puis par les institutions. C'est ce qu'il y a de mieux, voilà, donc calmer la colère, faire une médiation qui permette, voilà. Et elle dit maintenant, la colère, c'est quelque chose qui est utile, parce que c'est quelque chose qu'on travaille et avec les gens, et on passe de la colère au conflit. Le conflit en démocratie, c'est important. S'il n'y a que de la colère et de la violence, on n'est plus dans une démocratie.
Par contre, s'il y a du conflit organisé, avec des points de vue, des arguments contradictoires, des interpellations, là on avance, on progresse dans la démocratie. Et donc elle dit, moi maintenant la colère, en fait, c'est quelque chose que j'encourage, pas pour faire la révolution, mais pour travailler collectivement à ce que les gens sortent de la passivité, mais aussi pour lutter contre des injustices et des dysfonctionnements. Voilà, ça c'était le point de vue d'une professionnelle. Maintenant, je donne le point de vue d'une personne vivant la misère, comme ils disent chez ATD, donc une militante ATD, qui s'appelle Pascale Pounin, et qui habite en Bretagne, et j'ai entendu dire ces mots en mai 2013, donc je cite ses propos. Pour moi, comme pour beaucoup de personnes en difficulté, il y a des fortes tensions la plupart du temps avec les professionnels. Avec ceux qui ne nous comprennent pas, ou parce que leur langage n'est pas le même que le nôtre, notre moyen de défense peut être l'agressivité, et ça se retourne contre nous, elle dit. Après, donc elle parle de la coformation, une des méthodes, hein, elle dit « Avec la coformation, on n'est pas dans les bureaux et ça change tout. On s'oblige à s'écouter, on dit ce qu'on pense, quand on n'est pas d'accord, on attend notre tour de parole. » Par exemple, une travailleuse sociale avait pris pour une agressivité ce que j'avais dit, elle a eu besoin d'expliquer ce qu'elle avait ressenti, et les animateurs, ils sont là pour encadrer en cas de débordement et pour nous aider à avoir un meilleur dialogue. Donc là, on voit le rôle quand même important, je vais y revenir si j'ai encore le temps, mais de l'animation et de la méthode quand même. Et elle dit, et surtout, on écrit les idées qu'on a ensemble pour que ça serve à chacun de nous et pour que ça aille plus haut vers la hiérarchie. Le but, c'est qu'il y ait du changement, sinon ça ne sert à rien de venir en coformation. Après, elle dit, c'est pas parce qu'on fait une coformation que ça change notre point de vue. Hein. On se méfie quand même toujours à cause de notre vécu. Donc, pas non plus changer complètement de bateau. Mais la dernière phrase, à mon avis, est vraiment importante. Elle dit, j'ai vu que les professionnels se posent des questions et peuvent se remettre en question. Parce que souvent, les gens n'imaginent pas que les professionnels ont des soucis aussi dans leur hiérarchie, dans leur bureau, et qui se posent aussi des questions. La situation d'habitude qu'on vit dans le quotidien de relations entre habitants et fonctionnaires et agents, elle est aveugle à toutes ces questions. Et elle finit par dire, j'ai compris aussi que tous les problèmes ne venaient pas d'eux, mais aussi de leur hiérarchie et des politiques. Donc, par tout ça, qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique quand même que ça lui permet de comprendre des choses, ça lui permet dans la visée un peu d'éducation populaire, je n'ai pas encore utilisé ce mot, mais on est vraiment là-dedans, de conscientisation, de comprendre que c'est pas parce que c'est pas l'agent Martine qui est raciste, mais c'est peut-être des mécanismes plus compliqués derrière, institutionnels, qui font qu'il n'y a pas de logement social pour moi maintenant. Mais en tout cas, tout ça est travaillé et discuté. Il y a des choses qui peuvent en sortir, comme interpeller la collectivité sur le fait de construire davantage de logements ou d'être plus transparent sur le système d'attribution de logements sociaux, que ça y est encore. Là, j'ai pris un exemple. Combien de temps il me reste? Pas beaucoup. Je voudrais terminer alors. Je voudrais terminer par dire qu'évidemment, toutes ces méthodes, et puis toutes les méthodes que vous inventez, vous, partout où vous êtes, elles ne sont pas parfaites. Il me semble que la question est très bien posée, et bravo aux organisateurs de cette journée, parce que je trouve ça, de ce que je commence à en avoir vu, intéressant. Merci. Je crois que l'atelier sur la méthode, il s'appelle « Est-ce que c'est qu'une question de méthode ?» Je trouve que c'est bien de poser la question comme ça, parce que il me semble que c'est pas qu'une question de méthode, même si la méthode compte. C'est pas qu'une question de méthode. Les méthodes en elles-mêmes, elles ont toutes des défauts, elles ont des problèmes. Je voudrais quand même dire deux, trois petites choses de ce que j'ai vu. La qualification mutuelle, par exemple, donc, qui est quelque chose d'assez incroyable quand on observe de A jusqu'à Z, on voit des transformations assez grandes des personnes. J'ai pu l'observer dans 3 lieux différents, avec 3 commandes différentes. Et ça a donné des effets, mais radicalement différents. Dans un cas, c'était sur le logement social, la personne qui a fait venir Suzanne Rosenberg, qui a fait venir cette méthode de qualification mutuelle, avait une volonté, une conscience de problèmes dans le quartier et au guichet de son centre communal d'action sociale, et pensait qu'elle, en tant que fonctionnaire territoriale, ne pouvait pas en parler, c'est-à-dire elle estimait que les demandeurs de logement social n'étaient pas organisés, étaient un peu isolés, donc ils faisaient une demande de logement social et puis pendant 3-4 ans, ils étaient tout seuls à attendre leur logement puis ils n'avaient pas de réponse. Elle trouvait que dans son institution, le CCAS, le Centre communal d'action sociale, il n'y avait aucune trace écrite de demande de dossier, il n'y avait aucune possibilité pour la personne de revoir
un agent pour discuter de où en est son dossier, et surtout aucune information sur quel est le circuit de décision de l'attribution du logement social. Donc ça, elle en avait conscience, et puis elle avait conscience aussi qu'il y avait des communes dans l'agglomération qui ne voulaient pas construire de logements sociaux, qu'il y avait un sérieux problème avec ça. Mais elle disait, mais moi je ne peux rien faire, je suis fonctionnaire territorial, je n'ai pas commencé à parler de tout ça. Donc, elle utilise, ou elle commandite, ou elle organise un groupe de qualification mutuelle, une méthode participative avec des habitants et des professionnels du terrain, dans l'idée que ça serve à soulever toutes ces questions. Et donc on est bien là dans une démarche qui vise à partir de problèmes. Alors donc les personnes, Suzanne Rosenberg, elle fait en sorte que ce soit les personnes les plus en colère, les plus énervées qui soient dans ces groupes. Donc une personne qui avait hurlé en réunion publique que de toute façon les gens étaient racistes au guichet. Et elle était allée la voir en disant bah, c'est justement, il faudrait que tu viennes expliquer dans le groupe, parce que peut-être que si tu as... Les gens qui portent vraiment du ras-le-bol et de la colère, c'est souvent parce qu'il y a des choses à travailler dans le traitement institutionnel de ces questions. Bon, voilà. Donc, ça c'est une chose, et ça avait donné, ce groupe de qualification mutuelle-là, pour la faire courte, ça avait abouti à pas mal de choses intéressantes en termes de communication, même si la participation ne doit pas être réduite à de la communication, sinon c'est de la manipulation. Hein. Mais là, le groupe avait produit un document en français facile, comme il disait. Donc il expliquait, il vulgarisait le circuit de demande du logement social, avec un schéma. Il y avait tous les droits et toutes les portes auxquelles il pouvait sonner, notamment à l'État ou autres, par rapport à ces questions de logement social. Et puis, il y a eu des encouragements à ce que la Confédération nationale du logement, donc l'association locale qui s'occupait des locataires, s'occupe aussi de la question des demandes de logements sociaux, parce qu'ils ne s'en occupaient pas. Donc il y a eu des encouragements associatifs comme ça, et puis il y a eu des transformations au guichet, des transformations dans la prise en charge à l'intérieur de l'institution de ces questions. Donc plus de permanence, enfin je vous passe les détails. Et puis il y a eu des effets sur l'interpellation, puisque ce groupe est allé interpeller au niveau de l'agglomération les élus sur la question du logement social. Bon bref, il y a eu pas mal d'effets comme ça. Et la même méthode, j'ai pu voir qu'elle avait abouti, la même méthode ailleurs, à rien du tout. C'est-à-dire, et même pire, un peu injonction participative. On peut retomber dans ces travers-là avec des bonnes méthodes. Pourquoi ? Parce que, pour plein de raisons, je terminerai là-dessus parce que j'en ai 5 quand même à vous donner, mais des points d'appui à réfléchir pour faire de la participation intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait venir cette consultante de la qualification mutuelle dans une visée plus d'étouffer le conflit en fait. Hein. On fait travailler, on fait de la participation, mais pour surtout rien en faire derrière. Et puis si vous venez me revoir en me disant vous avez fait quoi de ce travail ? Bah écoutez, arrêtez de nous embêter, on a déjà fait venir une personne, on a travaillé 12 journées, on a dépensé des sous, on a fait de la participation maintenant, dégagé, c'est fait. Ah oui, mais ça n'a rien transformé. Après, les gens, s'ils veulent s'organiser, ils n'ont qu'à s'organiser. Et donc dans ce cas-là, ce qui était dramatique, c'est qu'en plus les participants ne s'étaient pas constitués après en groupe de pression, ne s'étaient pas reliés avec des associations locales pour faire continuer à porter la démarche. Vous voyez. Donc voilà pourquoi ça n'est pas qu'une question de méthode. Donc là, maintenant, je termine sur 5 conditions de réussite du développement du pouvoir d'agir, du point de vue de la participation plus institutionnelle. Vous avez vu qu'on était là-dedans et pas trop dans le mouvement social, même si on pourrait en parler aussi. Donc 5 préconisations, on va dire, ou 5 conditions de tout ce que j'ai pu voir, voilà ce que j'en retire. Première condition, chose à réfléchir, c'est les objectifs, la clarification des objectifs et de la volonté politique derrière cette idée de participation. Donc trop souvent, les institutions, elles s'embarquent dans la participation parce que la loi demande à faire participer ou parce que c'est à la mode, comme on l'a dit, sans réfléchir déjà en interne sur mais qu'est-ce qu'on va faire, quel est l'objectif. Est-ce que l'objectif c'est de calmer les gens et de faire de la paix sociale? Est-ce que l'objectif c'est d'améliorer les services publics? Est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est aussi faire en sorte que les personnes s'émancipent, où qu'elles soient? Et donc est-ce que ça a une visée un petit peu transformatrice? Voilà, vous voyez, tout ça c'est bien différent. Il ne s'agit pas forcément, comme disait le monsieur, de tout formater à l'avance, mais au moins de se réfléchir.
Pourquoi faire? Et je vous ai parlé de cette femme dans le Centre communal d'action sociale, elle avait des objectifs assez clairs et ambitieux en faisant de la participation, et ça a produit des effets. Deuxième condition, il faut une articulation avec les mouvements sociaux, où il faut quand même tout faire pour garder une dimension, enfin, pour ne pas évacuer le conflit, pour ne pas évacuer la dimension conflictuelle dans la participation. Puisque lorsqu'on évite le conflit, quand on évite les mouvements sociaux, les associations revendicatrices, on a toutes les chances de reproduire encore des injonctions participatives, des logiques institutionnelles descendantes. Alors comment on fait pour ça? Bien souvent, les artisans de la participation dont je parle, ils préfèrent prendre dans leur groupe des personnes qui ne sont pas des représentants associatifs, qui ne sont pas des leaders, mais qui sont plutôt des personnes qu'on n'entend pas trop, ou qui parlent, ou qui râlent, ou qui sont en colère. Donc, la question c'est comment est-ce que ces travaux-là, cet exercice-là, il est quand même articulé à des collectifs. Comment est-ce que ça peut perdurer dans des collectifs après? Alors, il y aurait plein de choses à dire, je vais juste citer un travail qui avait été fait par le Comité national de lutte contre les exclusions, CNLE, vous pourrez trouver un rapport du Comité national de lutte contre les exclusions sur la participation. Et parmi tout ce qu'ils disaient, ils étaient repartis sur qu'est-ce que ça a donné la loi sur le RSA, Revenu de solidarité active, et le fait qu'il y avait des allocataires du RSA qui devaient aller dans les équipes pluridisciplinaires. Là, c'est peut-être un peu technique pour certains. Mais enfin, en gros, qu'est-ce que disait ce rapport? Il disait, ce qui ne va pas du tout, c'est qu'on demande aux gens de venir individuellement dans des réunions où on va décider sur des individus. En gros, est-ce qu'ils rentrent ou est-ce qu'ils sortent du RSA? Et lorsque c'est une participation qui est complètement individualisée comme ça, il n'y a pas de support. Et finalement, la personne, elle n'est pas adossée à des collectifs et à des groupes où elle peut continuer à réfléchir à la question. Donc une des conditions que le CNLE met en avant, c'est qu'il faut que les personnes qui viennent dans la participation, elles puissent aussi avoir des groupes de pairs, avoir des réseaux, avoir des associations qui soit préexistent, soit sont organisées en parallèle, mais avec qui ils peuvent eux-mêmes continuer à se ressourcer, à discuter, à dialoguer, et avec qui l'institution va pouvoir continuer peut-être à se confronter, parce qu'on a besoin de conflits et de confrontation en démocratie, encore une fois. Troisième condition, ce que j'appelle, c'est un peu technique, mais j'appelle ça la coproduction de l'enquête dans la durée. Coproduction de l'enquête dans la durée. J'utilise le terme l'enquête parce qu'il me semble qu'une bonne participation, elle produit de l'enquête. Elle produit de l'enquête parce que, comme on a parlé d'intelligence collective, lorsqu'on se penche à plusieurs et surtout lorsqu'on n'est pas d'accord, parce qu'en général, en gros, un policier et un jeune de quartier nord de Marseille, par exemple, ils ne sont pas d'accord au début sur la définition du problème, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ces personnes coproduisent une enquête sur ce qui ne va pas. Donc ce qui ne va pas dans le quartier, ce qui ne va pas dans la police, ce qui ne va pas peut-être dans les médias, ce qui ne va pas dans tout un tas de choses. Et ce terme d'enquête, ça nous vient d'un philosophe en fait qui s'appelle Dewey, je vous le marque sur la page. C'est mon préféré. Donc John Dewey, bon là, c'est les années 1920, mais une période trouble aussi, peut-être un peu comme celle qu'on vit, et qui a expliqué qu'il y a plein de problèmes en démocratie qui restent ignorés, invisibles, incompréhensibles, parce qu'ils ne sont pas enquêtés, parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'on peut en faire, et que tout l'enjeu de l'enquête, qui peut être coproduite donc, c'est de donner des billes aux gens, alors que ce soit des associatifs, des politiques, des gens lambda comme on dit, ou des professionnels, qui puissent mieux comprendre un problème pour pouvoir agir dessus. D'accord ? Voilà l'idée. Et donc dans la durée, pourquoi dans la durée ? Parce que bien souvent on a des démarches qui sont très ponctuelles et l'enjeu c'est que le soufflet ne retombe pas. C'est très intéressant les démarches ponctuelles et les artisans de la participation que j'ai étudiés, c'est des démarches ponctuelles. Je trouve ça passionnant parce que ça réinsuffle plein de questions, ça redynamise, etc. Mais on a quand même un problème, c'est que quand la démarche s'arrête, le soufflet retombe. Donc la question de la pérennité de l'enquête sociale, il faut la réfléchir. Il faut la réfléchir avec les mouvements sociaux, à mon avis, et les associations. Il faut la réfléchir de plein de manières. Cette question de temporalité, elle est importante. Troisième question forte, c'est l'animation. Alors là, on pourrait en parler pendant 4 heures. L'animation, enfin les modes d'animation de la participation. Quand même dire quelques mots. On a parlé de plaisir ce matin. Vous avez parlé de plaisir ce matin.
et vous avez beaucoup parlé de partir de choses concrètes et aboutir à des choses concrètes. C'est essentiel. Ce que j'ai vu bien fonctionner, c'est lorsque le point de départ de la discussion, il est le récit d'expérience, le récit du vécu. D'abord, pour les personnes les moins diplômées, les plus pauvres, etc., c'est l'entrée. Si on ne rentre pas comme ça, on n'y arrive pas. Il faut partir du vécu, il faut partir des histoires telles qu'elles sont vécues, concrètes, pour petit à petit peut-être se confronter. Donc oui, non mais tu dis que tu as vécu ça, moi je te dis en tant que professionnel c'est pas possible, hein, j'ai jamais vu ça. Ah oui, tu l'as pas vu, alors pourquoi? L'animateur est là par plein de techniques, ça peut être le théâtre, ça peut être la vidéo, ça peut être plein de choses, pour construire et travailler ce conflit et ces différences de représentation entre les uns et les autres, et pour petit à petit arriver sur des registres qui sont soit des questions institutionnelles, des questions politiques, des questions sociales, plein de choses. Il faut travailler, il faut avoir conscience que la sociabilité, le plaisir, tout ça sont importants. Donc effectivement, réfléchir à plein de choses qui facilitent cette sociabilité, ce plaisir, cet être ensemble, même si on se confronte. Il faut travailler le langage. Donc, par exemple, moi j'aime bien Susan Rosenberg, elle dit tout le temps bon, alors, pas de gros mots ici. Alors, on dit quoi les gros mots? C'est quoi? Les gros mots, ce sont les sigles. Les sigles, par exemple, quand je vous ai dit CNLE, c'était un gros mot. Excusez-moi. Le sigle est par essence la chose la plus excluante du monde, et quand on est professionnel, quand on est technicien, on est bardé de sigles, on a que ça dans la bouche, ce qui est normal parce qu'il y a des dispositifs et voilà. Bon, et bien ça, à partir du moment où on démarre par des sigles, on exclut. D'abord, on exclut le collègue du service d'à côté parce qu'il ne comprend rien, et puis on exclut aussi les habitants, sauf ceux qui sont dans toutes les réunions publiques, mais c'est peut-être pas ceux-là qu'on a envie d'aller toucher en premier. Voilà, donc ça c'est un exemple de style. Il y en a plein d'autres que je pourrais vous dire, j'ai pas le temps, mais il y a plein de choses à travailler autour du langage et de l'animation du langage. Évidemment, encourager toujours, ça marche toujours très bien, encourager et dire, bon, ceux qui n'ont pas encore parlé, là, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Des fois, on n'ose pas faire ça en tant qu'animateur parce qu'on se dit, oh là là, je vais les brusquer. Donc, vous êtes toujours surpris de voir que ceux qui parlent pas, en fait, ils ont plein de choses à dire. Ceux qui parlent trop, il faut arriver à les restreindre un peu. Bon, il y a plein de choses là-dedans et je peux pas... Oui, quand même un dernier truc, j'appelle ça moi des artefacts d'égalité. C'est un peu un gros mot en fait, mais il faut tordre la réalité sociale si on veut la travailler. Il y avait un philosophe qui s'appelle Rancière qui disait, il est toujours vivant d'ailleurs, il dit quand on affirme l'égalité entre les gens, même si elle n'est pas vraie parce qu'on n'a pas tous les mêmes revenus, quand on affirme l'égalité, ça produit de l'égalité. Donc si dans nos modes d'animation, de la participation, on produit de l'égalité, on force l'égalité, ça va produire des effets intéressants. Par exemple, ça fait toujours débat, mais je fais exprès de vous le donner, par exemple, indemniser les habitants qui passent des journées de travail sur des questions, alors pendant que les professionnels sont là sur leur temps de travail. D'accord, donc qui est une reconnaissance, même monétaire, d'indemniser les personnes. Voilà, je suis un peu trop longue. Et puis pour finir, je vous en ai donné 4. Un dernier, c'est le lien avec la décision. Alors là, grande question, le lien entre la participation et la décision. D'ailleurs, vous avez commencé à en débattre ce matin, c'était intéressant. Quelqu'un disait, dans la participation, il faut qu'on décide. Il faut que si je suis au début d'un dispositif participatif, il faut qu'à la fin, ma voix, ma parole, elle soit décisionnelle. Donc là, on pourrait parler de gradation, il y a plein de possibilités. Ce qu'il faut en tout cas se dire pour qu'une participation soit productive, intelligente, il faut qu'au moins ce lien avec la décision, il soit réfléchi, il soit assumé publiquement. Par exemple, rien n'interdit une institution d'organiser une co-formation, un groupe de qualification mutuelle en disant tout ce que vous allez fournir. Non pas on va tout mettre en place, comme proposition, on va peut-être pas tout mettre en place, vos propositions, mais par contre on s'engage dans les 2 mois qui suivent la fin de votre travail à répondre point par point à vos propositions. On va vous dire sur telle proposition, en fait on va le faire, sur telle proposition on ne sait pas trop comment faire, est-ce que vous pouvez continuer à travailler avec nous par exemple? Sur tel autre, c'est pas possible, la loi nous l'empêche, enfin bref, cueillir au moins une réponse. Ça, c'est le degré minimal, finalement. Le travail du groupe participatif, il ne va pas être un travail qui va changer la décision. Enfin, il n'y a pas un pouvoir vraiment de décision, mais par contre, il y a une obligation de l'institution, l'obligation s'oblige elle-même
à répondre à ce qui est sorti de ce groupe. Après, on peut imaginer d'autres choses, et puis il y a des démarches participatives très proches de la démocratie directe, desquelles on n'a pas encore parlé, mais on pourrait parler du budget participatif, où là, les citoyens, et à Porto Alegre, ça fonctionnait d'ailleurs bien dans les quartiers populaires, ils ont un vrai pouvoir de vote et de décision sur une partie du budget. C'est un autre degré, quoi. En tout cas, rien de pire que d'évacuer la question de la décision pour mieux dire qu'on n'est pas très à l'aise et bon, participer, on verra bien ce qu'on en fait. Là, on peut retomber dans l'injonction participative et dégoûter à jamais les personnes. Voilà, j'arrête ici. Moi, ce qui me semble important, c'est aussi la notion d'expertise des personnes. La connaissance du terrain, c'est quelque chose de très important pour arriver à développer la participation. Les professionnels sont souvent contraints par l'urgence. Des usagers qui ont peur parce qu'ils ne veulent pas sortir de la masse. Parce que quand vous êtes dans la masse, vous êtes bien, il n'y a personne qui vous regarde. Mais quand vous sortez de la masse, ça peut vous retomber dessus aussi. Hein. Et quand il y a un choix qui est porté institutionnellement d'aller vers ça, comment nous on accompagne d'aller plutôt vers la deuxième définition qui serait le développement du pouvoir d'agir. Rien sur nous sans nous. Et je pense que ce rien sur nous sans nous, il passe déjà par un langage adapté, clair, sans les sigles. Quels sont les outils les plus adaptés pour ce genre de population ? Alors ce qu'on dit souvent, c'est qu'effectivement les personnes, d'où qu'elles soient, elles ont un savoir d'usage, on dit des fois ça, on le dit beaucoup dans le domaine du cadre de vie, de l'urbanisme, etc. Elles ont un savoir d'usage, c'est-à-dire que... Mais moi je trouve qu'on pourrait le dire aussi pour tous les services publics, parce que quand on est... D'ailleurs on est tous porteurs d'un savoir d'usage quand on prend le bus, quand on discute avec un enseignant ou avec un travailleur social, on a ce savoir qui est quoi ? Qui est de le vivre, de l'utiliser. Et puis lorsqu'on est dépendant, c'est-à-dire quand on est pauvre et qu'on dépend beaucoup des services publics, eh bien on les connaît particulièrement bien puisqu'on les pratique presque quotidiennement. Et ce savoir d'usage, il est peu reconnu. Et c'est quelque chose qui peut être utile pour désamorcer des problèmes et surtout pour construire des solutions et inventer des solutions. Ça ne veut pas dire que les autres savoirs ne sont pas utiles et c'est ça qui est très intéressant par exemple dans la co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques d'Atelier Clermont, c'est de partir du point de vue que les savoirs sont différents mais en se croisant, ils sont une force où ils permettent une meilleure compréhension des phénomènes, ils permettent de soulever des soucis, des problèmes et des solutions. Et donc l'expertise des professionnels, l'expertise des techniciens, l'expertise des élus, elle est aussi très importante. Après, il me semble aussi, ce qu'on voit dans ces démarches, qui est très intéressant, c'est que les professionnels ne sont pas enfermés dans des compétences techniques. Ils ont aussi des savoirs d'usage, ils ont aussi des convictions citoyennes. Ils ont aussi parfois des envies de transformer ou d'améliorer leurs services. On voit aussi que les habitants n'ont pas que des savoirs d'usage, ils ont aussi des points de vue sur le monde, ils ont aussi... bref, on voit que tout ça peut se confronter, peut s'articuler, et c'est bien souvent ce qui peut faire un peu peur parfois, parce vous avez parlé de peur ce matin. La peur, c'est je vais perdre mon pouvoir de où je suis, c'est-à-dire je suis habitant, je suis dans une asso, on lutte, on est contre les institutions. Si je m'embarque dans un dispositif participatif, je perds un peu de pouvoir là. Et moi je suis professionnelle et j'ai de l'expertise et tout, et là il y a des gens qui vont venir m'expliquer que mon travail est mal fait et qui vont me dire comment l'améliorer, mais là je perds du pouvoir. Voilà, alors peut-être qu'une des conditions à rajouter, c'est de ne pas avoir peur de perdre un peu de pouvoir, parce que c'est un pouvoir qu'on croit maîtriser, qu'on croit utile, mais dans le pouvoir, il y a deux dimensions du pouvoir. Il y a le pouvoir qu'on gagne, voilà, et il y a le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir collectivement, il est extrêmement puissant et il est sous-utilisé dans nos sociétés. La grande question, c'est, ah oui, mais moi j'organise de la participation, mais personne ne vient. Comment on fait pour faire venir les gens, et surtout comment on fait pour faire venir les exclus, les plus éloignés de l'appareil public?
Effectivement, il faut s'appuyer sur la connaissance du territoire, il faut s'appuyer sur les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain, il y a plein de solutions pour... voilà, et on peut utiliser des techniques qui sont moins rébarbatives que la réunion publique. Encore une fois, il y a plein de choses ludiques à inventer, et notamment pour les jeunes. Effectivement, ce qu'on dit toujours, c'est les professionnels, ils n'ont pas de temps, ils ont peu de temps. Sauf qu'ils ont quand même, souvent, le temps de faire des diagnostics, de faire des évaluations, de faire des temps de réunion. Mais par contre, pour aller vers les habitants, on manque de temps parce que ce temps-là, il n'a pas été comptabilisé dans tout ce travail d'évaluation et de diagnostic. Donc la révolution consisterait à mettre la participation dès le départ d'un processus de diagnostic et d'évaluation. Et là, on ne perd pas de temps. Voilà, et on dit souvent que les habitants, ils n'ont pas la même dimension du temps. Ils veulent des choses tout de suite. Ils n'arrivent pas à se projeter dans les 3 ans du projet urbain ou dans les 3 ans de la réforme du RSA ou que sais-je. Mais c'est pareil. S'ils sont depuis le départ associés à ces réflexions, ils sont tout à fait, ils sont pas bêtes, quoi. Ils sont tout à fait capables et ils comprennent qu'on ne va pas prendre tout de suite une décision. Voilà, donc la temporalité, elle est essentielle et il faut la réfléchir parce qu'elle n'est pas si, c'est pas si simple que de dire il y en a qui ont le temps, il y en a qui n'ont pas le temps. En plus, les gens qui sont en situation difficile, précaire, ils n'ont pas forcément le temps non plus de passer des journées à papoter. Hein. Il y a quand même de la survie à gérer. Donc, c'est vrai que dans les démarches que j'ai observées, c'est le point de départ. Ces gens-là, ils travaillent à faire se confronter et dialoguer des groupes hétéroclites. Alors, ils ont différentes méthodes, ils ne sont pas tous d'accord. Certains disent qu'il faut mélanger tout le monde tout de suite. Les jeunes, les vieux, les en colère, les pas en colère, les pros, les habitants. Et par la délibération, par la discussion bien animée, on arrive à produire du conflit. Je parle beaucoup du conflit parce que je pense qu'il ne faut pas l'évacuer, vous l'avez compris, et des propositions. Et puis d'autres disent, attention, les habitants, il faut les protéger parce que s'ils sont balancés comme ça dans une arène, ils vont se faire manger. Donc il y a d'autres, comme ATD Clermont, qui eux disent qu'il faut préserver le groupe de militants, peut-être que Verena en parlera cet après-midi, mais il faut protéger le groupe de militants et donc souvent pouvoir leur donner la possibilité de revenir dans un petit groupe pour après se confronter aux autres, revenir dans un petit groupe, se confronter. Mais en tout cas, il y a des débats dans les méthodes. Je pense que il faut en tout cas imaginer que la participation, ça se construit, ça se décrète pas. Il ne suffit pas de dire hop, je fais de la participation et clac. Non, ça se construit, donc on apprend, on sédimente, on apprend à chaque fois, on réfléchit et on essaye un peu de s'inspirer de démarches, notamment de pays étrangers. Déjà, comment on résiste là où on est? Il me semble que se mettre en réseau, c'est comme aujourd'hui. C'est-à-dire rencontrer des gens qui se posent les mêmes questions et peut-être partager ses doutes et ses convictions et partager des techniques aussi. Et voilà, et peut être une base. Donc moi, je trouve que les lieux de formation, prendre du temps, c'est ce que disent beaucoup les professionnels que j'ai interviewés qui sont dans le livre, faire un pas de côté pour sortir un peu de ma situation d'urgence professionnelle et puis réfléchir à comment je peux donc, faire des co-formations avec la télé, faire tout un tas de choses dès que c'est possible. Et puis trouver des réseaux, trouver des réseaux associatifs militants sur ces questions participatives parce qu'il en existe partout. Ou alors il faut les créer. Après, sur l'émiettement, effectivement, les perspectives, alors je ne partage pas complètement l'idée que si on fait des choses dans notre coin, c'est forcément de la récupération. Je pense que les transformations de la société, elles viennent aussi de petites choses, de petites initiatives par le bas et que voilà, un petit grain peut avoir beaucoup d'effets sur les rouages. Cela dit, effectivement, on a une impression de plein de dispositifs et plein de professionnels qui font des choses chacun dans leur coin et qui ne se mettent pas en réseau. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a plein de choses. Il y a le fait que c'est les 30 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme, on en a pas mal parlé dans les médias, etc. N'empêche que ça questionne à nouveau la question de est-ce qu'il y a une action collective au nom des quartiers populaires et est-ce que c'est possible et comment est-ce qu'on l'initie, on la soutient? Il y a quand même pas mal de petits collectifs qui se sont constitués en pensant à cette marche et qui sont porteurs d'idées et d'envie. Il y a
dans le sillage d'une loi qui est en train d'être votée sur la politique de la ville, il y a un rapport qui a été fait, auquel j'ai participé, qui a été fait par Mohamed Meshmash, responsable d'Assez le Feu, l'association Assez le Feu, et Marie-Hélène Baquet, une sociologue, donc un tandem entre une sociologue et un militant associatif de quartier, Mohamed Meshmash, et qui a produit tout un tas de propositions très fortes, qui sont beaucoup sur, je vous réponds là-dessus, parce que sont beaucoup sur comment arrêter de casser les associations, et les associations d'éducation populaire, mais aussi les autres. C'est-à-dire qu'on est en train de payer les frais de dizaines d'années d'une logique où la politique de la ville, elle s'est un petit peu éloignée du développement social ascendant, elle s'est un peu technicisée. Et surtout, il y a une lutte pour les financements qui est terrible, il y a moins d'argent, donc les associations sont en compétition pour avoir de l'argent. Puis surtout, les associations de quartier, elles dépendent beaucoup de la municipalité, donc elles ont un pouvoir d'interpellation qui est faible, si on veut parler d'interpellation citoyenne et de citoyenneté critique. Et donc il y a des propositions fortes sur faire en sorte que les associations puissent être financées par plus haut, par l'État ou par une fondation, ou par quelque chose qui pourrait éviter aux petites associations de quartier d'être dépendantes de la mairie. La loi dit que maintenant la politique de la ville elle doit être co-construite entre habitants et professionnels. Bon, on ne nous dit pas trop comment, donc voilà. Et puis, nous parle de ce qu'on avait, nous, appelé des tables de citoyens. Donc l'idée qu'il fallait que les associations localement s'organisent, se fédèrent pour faire corps, pour faire collectif, pour ne pas être émiettés, justement. Et donc le législateur, malheureusement, pour l'instant, parce que ça va encore à passer au Sénat, on attend, mais le législateur a plutôt gardé l'idée d'un conseil citoyen. Le conseil citoyen, ça nous embrouille parce qu'on pense à un conseil de quartier, puis en plus ça devient obligatoire, alors que notre idée, c'était quelque chose de volontaire, d'autonome. Il continue d'être porté à la fois par des associatifs, des professionnels, des élus, quelques élus en France qui sont sur cette longueur d'onde, des universitaires, et donc on va lancer une pétition, on va lancer une coordination nationale le 8 février, pour faire vivre finalement ce rapport et ces propositions, que je vous invite à aller lire sur internet, parce que c'est pas dans un langage trop complexe, c'est assez agréable à lire, et on imagine que ces propositions et ces idées peuvent être des outils pour fédérer tout le monde dans cet objectif de développer le pouvoir d'agir. Il y a des collectifs, vous avez peut-être entendu parler du collectif Pouvoir d'agir, liés à ATD qui sont dedans, liés à la Fédération des centres sociaux qui sont dedans. Bon, il y a plein de démarches comme ça qui sont en train de se faire. J'ai envie aussi de dire que dans l'actualité, dans un an, en octobre 2014, il y a les Assises nationales du travail social. Donc ça vous paraît peut-être pas suffisant, mais il me semble qu'il y a une espèce de mouvement qui va vers pas l'émiettement, mais la constitution d'une force d'interpellation et d'une volonté de transformer nos modes de gouvernance et nos modes démocratiques. Ouais, ça permet de revenir sur la tension entre, d'un côté, dans la démocratie participative, dans la participation, c'est vrai qu'un idéal, c'est la démocratie directe finalement. C'est-à-dire que sur chaque décision, on va tous discuter, se mettre d'accord et finalement voter. Il n'y a pas un intermédiaire, il n'y a pas quelqu'un qui prend le pouvoir. Et puis l'extrême inverse, c'est la démocratie représentative. Là, pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 7 ans, je délègue mon pouvoir de souveraineté à quelqu'un et puis je m'en occupe plus. Il se débrouille. Puis dans 5 ans, je vais le réélire ou je ne le réélis pas ou je ne vote pas d'ailleurs. Il y a des choses à réfléchir parce que, en fait, il est possible de réfléchir à des formes de représentation qu'on appelle la représentation inclusive. Il y a des représentants qui ont une conception de leur rôle qui est antidémocratique pour moi, qui est « vous m'avez donné votre pouvoir de représentation, laissez-moi bosser en paix ». Si éventuellement vous faites une émeute ou que vous gueulez bien fort ou que vous êtes nombreux à faire une pétition, je vais peut-être vous écouter, mais sinon s'il vous plaît, restez où vous êtes. Mais il y a aussi, dans les institutions et chez les élus, des personnes qui portent une autre conception de la représentation. Certes, ils sont chefs ou ils sont élus, mais ils sont d'accord et ils sont même conscients que c'est important de redescendre souvent, le plus possible, vers la discussion, le débat, et vous voyez. Mais si on veut vraiment changer les choses, il faut qu'on trouve des idées révolutionnaires en tout cas. Il y a eu un rapport international récemment qui disait qu'on a un système éducatif parmi les plus inégalitaires, donc, qui en fait produit à la fois une élite qui
qui pensent un peu à la place des autres, hein, voilà, et qui à la fois excluent tout un tas de personnes en leur renvoyant le fait, grosso modo, qu'elles ne sont pas forcément capables. Voilà, ça c'est un élément. Il y a le deuxième élément où, moi, pour avoir suivi certaines expériences auprès des jeunes, de conseils municipaux, etc., on reproduit exactement le même modèle que le modèle des adultes, c'est-à-dire il y a ceux qui sont capables de représenter les jeunes ou les enfants qui sont capables de représenter les autres. Vous parlez d'inégalité et d'injustice, mais l'égalité et la justice c'est de l'utopie, parce que qui est égal pour moi, ma conception de l'égalité, c'est pas votre conception de l'égalité. Ma version de la justice, c'est pas votre version de la justice. Il faut savoir faire des compromis, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Donc la revue, c'est une revue participation, c'est une revue que j'ai fondée avec des collègues chercheurs, des jeunes collègues un peu de toute discipline, philosophie, histoire, socio, Sciences Po, etc. Donc on a créé cette revue chez un éditeur belge, et Arkon Funk, c'est un Américain, on a traduit son article, et l'article qui s'appelle « La délibération avant la Révolution ». Alors, Funk, ce qu'il dit, il dit en fait on est dans un monde, il dit exactement comme vous, il dit on est dans un monde inégal, injuste, et la démocratie, enfin la participation ou la délibération, c'est doublement révolutionnaire. Pourquoi c'est doublement révolutionnaire? Parce que c'est révolutionnaire parce que pour une bonne participation, il faut qu'on arrive à tous s'écouter, et or, on n'a pas tous le même bagage, on n'a pas tous les mêmes diplômes, on n'a pas tous la même façon de parler. Donc, il y a de l'inégalité. Donc c'est révolutionnaire parce que ça demande à ce qu'il y ait de l'égalité. Et puis c'est doublement révolutionnaire parce que ça demande à ce que dans nos institutions et dans nos modes de fabrique de l'intérêt général, on redescende aux citoyens, et donc on arrête de déléguer tout le temps, on rediscute de l'intérêt général. Et ça c'est aussi révolutionnaire, les institutions et les élus n'ont pas l'habitude. Et donc il dit, bon ben, c'est doublement révolutionnaire, et est-ce que c'est impossible? Ou alors est-ce qu'il faut attendre la révolution avant de faire de la délibération? Lui il dit non, puisque son titre c'est Délibération avant la révolution, il dit il faut distiller de la délibération, de la participation partout où on est, pour, dans une logique un peu de diffusion, alors peut-être d'émiettement, je ne sais pas, mais pour transformer les représentations, transformer les pratiques de là où on est petit à petit, et finalement faire une sorte de révolution tranquille, ou petit à petit, pas à pas. Donc ça c'est une chose. Et du coup, monsieur, votre question elle est importante parce que dans les théoriciens, c'est là vous êtes parti sur des débats philosophiques, hein, impressionnant. Mais vous dites pareil que ce que je dis dans les théories, donc c'est génial. Mais ce qu'ils disent les théoriciens, c'est que, en fait, pour éviter que dans la participation on redouble les inégalités, pour éviter que toujours ce soit les mêmes qui prennent le pouvoir et la parole, il faut peut-être accepter de passer une vision de la citoyenneté et de la démocratie comme pluraliste. Et effectivement, reconnaître qu'il y a des pluralités de points de vue et d'intérêts. C'est la même chose que quand on dit que le citoyen qui s'exprime mal ou qui n'est pas diplômé, il est déjà citoyen. Quelque part, on reconnaît chez lui une forme de citoyenneté qui n'est pas la même que celle de l'élu blanc de 40 ans et plus qui parle très bien. Et parce qu'il y a une pluralité. Et si on reconnaît cette pluralité, ça va pouvoir porter une vision égalitaire. Mais c'est pas l'égalité pour niveler tout le monde au même niveau, c'est l'égalité pour que l'expression et les sentiments aussi peut-être d'injustice ou les choses qu'on subit puissent être travaillées à la fois de son point de vue et puissent diffuser chez les personnes. Je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je le dis, mais en tout cas, alors que traditionnellement on imagine que dans nos institutions, dans nos démocraties, il faut qu'on soit tous des bons citoyens au même niveau, qu'on parle tous pareil, etc. Si on reconnaît, si on accepte de se dire qu'on est différent, et que cette différence est une richesse, alors on déplace un peu le curseur et on va sur d'autres possibilités. Ça va aussi vers la reconnaissance peut-être de l'importance des communautés et des lieux de vie et des solidarités communautaires qui sont plutôt mal vues dans notre système, mais qui en fait ont un intérêt et une fonction aussi. Mais bon, après là on part sur d'autres débats.